Donc tout ceci mène à croire que il y a quand même une réalité nouvelle qui se fait et qui certes n'est pas encore complètement établie et complètement forte, mais qui s'installe. Donc et les bases sont jetées et qui s'installent et qui montrent quand même qu'il y a une partie du monde qui veut aller dans d'autres types de relations, qui sont des relations gagnant-gagnant, de reconnaissance les uns des autres, de reconnaissance de la souveraineté, et puis de coopération pour un développement mutuel et réciproque. Donc c'est une alternative, je pense, que beaucoup de peuples apprécient et à laquelle vont adhérer inévitablement, malgré le fait aujourd'hui qu'il y ait des pays comme les États-Unis ou l'Arabie saoudite qui veulent exercer une hégémonie par l'argent, qui oblige certains pays à suivre une politique la politique qu'ils veulent. Oui. Comme par exemple, quand on regarde un peu la relation de l'Arabie saoudite avec l'Égypte, qui était absolument débectante à partir du moment où l'Égypte a commencé à prendre des positions plus correctes vis-à-vis de la Syrie, où on voit que l'Arabie saoudite arrête les livraisons de pétrole, arrête les machins, etc. Et donc, pour faire plier l'Égypte, de la même manière vis-à-vis de la Tunisie, je trouve quand même que c'est une aberration quand le ministre de la culture tunisien affirme que le plus gros problème et le plus gros aujourd'hui dans le monde est la religion wahhabite, enfin la confession wahhabite qui prépare les terroristes, etc. Oui. Et qui dans les 24 heures se fait débarquer de son poste parce que l'Arabie saoudite exerce son pouvoir d'argent sur la Tunisie. Je trouve que c'est quand même c'est une aberration, mais que le peuple tunisien n'accepte pas. Et le peuple égyptien non plus. Donc, je veux dire, l'avenir va quand même dans le sens de la fierté et de la liberté des peuples et de leur souveraineté. Oui, on le voit d'ailleurs dans les progrès de la résistance yéménite contre le territoire saoudien en représailles des bombardements contre les civils. Hein. Tout à fait. Là, les Saoudiens jouent un rôle extrêmement dangereux, et d'autant plus que tout dernièrement, le chef de l'État, le chef de la monarchie saoudienne, a prévenu qu'il ne fallait pas s'ingérer dans les affaires du Yémen. C'est quand même fort, hein. C'est-à-dire de quel droit cet individu qui ne représente pas la moindre démocratie peut-il donner des leçons de morale et s'ingérer lui-même dans un pays indépendant contre lequel il a fait la guerre depuis déjà presque plus d'un an, hein. Ça fait plus d'un an que ça dure. Hein. Ouais. Ça fait 1 an et demi, effectivement. Ouais. Et c'est dans lequel s'ingère lui-même d'ailleurs systématiquement. Oui. Mais là, le tournant, c'est peut-être le fait que la majorité des députés yéménites ait décidé ce qu'on appelle d'un gouvernement de transition, ce qui rend ce gouvernement quand même légitime, et donc annule complètement le mandat présidentiel du pion de Riyad. Ce qui fait que le légaliste à Moscou qu'on appelle Vladimir Poutine, lui, considère maintenant que le Yémen a retrouvé, je dirais, une tête exécutive et qu'il va pouvoir proposer des choses à cette nouvelle direction, y compris la résistance contre la résistance militaire, contre une agression militaire saoudienne illégitime et illégale. Ah mais tout à fait. De toute façon, moi je voudrais rappeler quand même que
Mansour Hadi, il avait déjà démissionné, que il n'a absolument aucune légitimité puisqu'il avait déjà démissionné. Ça, c'est un premier point. Que le deuxième point, les bombardements saoudiens ont commencé à partir du moment où les Yéménites se sont mis d'accord sur une nouvelle constitution. Ils ont fait et créé leur conseil. Leur conseil des députés, et que c'est à partir de ce moment-là où les bombardements ont commencé au Yémen. Hein. Donc c'est pas du tout pour protéger le Yémen, c'était juste pour éviter qu'il y ait un pouvoir constitutionnel et qui soit complètement indépendant et qui refuse la tutelle de l'Arabie Saoudite qui s'exerce depuis des siècles sur le Yémen. Enfin des siècles, depuis quelques dizaines d'années. Donc les Yéménites sont très 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 fiers de leur pouvoir et de leur pays, et très jaloux de leur indépendance, et ils ne veulent absolument pas cette tutelle et cette agression systématique, cette ingérence au quotidien de l'Arabie Saoudite dans leurs affaires. Donc les bombardements ont commencé juste à ce moment-là, hein, c'est clair. Donc il y a 1 an et demi exactement, et qui n'ont pas arrêté. C'était sans discontinuer les bombardements, systématiquement aussi sur tout ce qui est civil, sur tout ce qui est équipement, sur tout ce qui est infrastructure, les hôpitaux, les écoles, même des salles de mariage et d'obsèques et d'enterrement, etc. Enfin, c'est absolument abject. Et avec un silence total du monde entier, de toutes les instances qui se disent humanitaires, pour la défense des droits des peuples, la défense de la paix entre les pays, l'ONU, les soi-disant organisations ONG humanitaires, etc. Elles ne voient rien. Elles sont bizarrement très borgnes. Ils voient des choses qui intéressent les atlantistes, et ne voient pas les autres qui n'intéressent pas les atlantistes. Comme par hasard. Hélas pour eux, Internet existe, et Internet a une énorme mémoire, et cette mémoire se rappelle au bon souvenir de ces gens qui voudraient que l'humanité ne se souvienne pas de ses compromissions. Et là, clairement, cette situation qui prouve d'une manière flagrante cette mauvaise foi absolue, ce comportement diabolique, est en train d'apparaître de plus en plus clairement devant les yeux des citoyens du monde. Et finalement, même si ces guerres ont été sanglantes, ont été horribles, ont été scandaleuses à tous les points de vue, elles ont fini par créer dans la tête des citoyens de ce monde la certitude que l'Occident s'est dévoyé jusqu'au dernier degré, que le mensonge est devenu institutionnel, et que le meurtre est devenu pratiquement un usage habituel d'un système qui n'hésite pas à massacrer pour des questions d'intérêt financier. Hein, le gazoduc du Qatar qui devait passer par la Syrie a été concurrencé par le gazoduc iranien qui transportait le gaz de la même poche de gaz, hein, que celle du Qatar, et que le Qatar a ainsi été motivé à punir la Syrie d'avoir choisi le gazoduc iranien plutôt que celui du Qatar, en y envoyant des terroristes pour assassiner les citoyens syriens. Ça, c'est pas le seul élément qui explique... Oui, c'est ça. Il y a quand même différents éléments. Ça en fait partie, mais l'essentiel aussi, c'est que la Syrie est punie pour ses positions de défense de sa souveraineté, qui n'accepte pas le diktat américain, qui n'accepte pas
qui n'accepte pas l'occupation israélienne de la Palestine, qui est une partie aussi de la Grande Syrie, qui n'accepte pas l'occupation israélienne du Golan, qui n'accepte pas non plus le fait que le Liwa de Skandaroun soit aussi Alexandrette, en fait, soit sous domination turque. C'est aussi une partie de la Syrie. Oui. Donc tout ceci milite dans le fait que il y en a qui en veulent effectivement à la Syrie parce qu'elle lève la tête. Hein. C'est comme Cuba a levé la tête aussi devant les États-Unis. Ouais, absolument. Comme le Venezuela lève la tête aussi devant les pétroliers américains qui veulent exploiter à tout va le pétrole vénézuélien et pas en laisser l'usage à son peuple. Enfin, c'est tout le monde entier en sait quelque chose, chacun à son tour. Même l'Algérie aussi, elle a payé un tribut très fort dans les années 90 aussi, parce que ils veulent être un pays souverain. Donc, et puis d'ailleurs, ils les attendent au tournant, là. C'est absolument. bon. Ne parlons pas du Mali, ne parlons pas de la Somalie aussi, qui sont des pays qui sont très riches au niveau du sous-sol, et on a tellement appauvri la population par un pillage systématique et par des massacres qu'ils ont organisés aussi, etc. Oui. Il nous faudrait toute la nuit pour en parler, tout ça. Oui, ben c'est effectivement les différents aspects de l'impérialisme anglo-siono-américain bon, je pourrais évoquer éventuellement, peut-être l'avez-vous appris récemment, l'accumulation d'armements israéliens sur le Golan, soi-disant pour aider donc comment je dirais, la destruction de Daesh. Hein. Alors personne évidemment ne les croit parce que ils alimentent le front Al-Nosra depuis la frontière commune. Donc voilà. Vous faites bien d'en parler parce que j'ai omis aussi de parler des deux bombardements israéliens sur la Syrie aussi pour aider, venir en aide à Nusra en difficulté. Donc bombardement de l'aéroport militaire de Mazeh qui est à Damas pratiquement et sur Saboura 2 fois. Donc aussi pendant cette période, c'est toute récente, mais en plus, alors je tiens quand même à dire, la Russie a fait venir un hôpital pour aider la population d'Alep-Est qui sortait qui était épuisée, affamée, torturée d'Alep-Est en fait sous la houlette des terroristes. Hein. La Russie qui fait venir un hôpital de campagne. entier de campagne, de combat, vous dites. C'est ça. Voilà. Et qui n'a pas duré plus de 24 heures, qui a été bombardé par les terroristes, par des missiles, avec non seulement avec ses équipements, avec les cadres médicaux qui étaient dedans. Oui. 6 médecins ont été tués. 6 personnes, je crois, il y a dont 2 médecins, 4 infirmiers, plus des blessés qui étaient dans l'hôpital. Oui. Il a été réduit en cendres. Oui. On n'a pas entendu une seule voix s'élever aux Nations Unies et on n'a pas entendu une seule voix s'élever dans le Conseil de sécurité. Oui. La Russie a d'ailleurs protesté vigoureusement pour dire que, curieusement, les instances internationales n'avaient émis aucune condamnation contre un acte de guerre caractérisé. Hein. Absolument, mais c'est une violation. Et la Russie a même protesté en expliquant que
ce bombardement, pardon, je vais y arriver, ce bombardement n'avait pas pu avoir lieu sans l'aide efficace, ça c'est moins qu'on puisse dire, des systèmes de renseignement optique, ou en tout cas d'espionnage américain. Hein. Absolument, absolument. Et sans le feu vert des Américains non plus. Bien sûr, absolument. Donc, et en plus, ça a été annoncé et ça a été fait, et puis personne ne l'a signalé, sachant que c'est une violation même de la loi de la guerre. Ouais. Donc, où normalement, il est interdit de tirer sur les hôpitaux, il est interdit de tirer sur les personnes, sur le personnel de santé, comme exactement de la même manière sur le personnel de la presse. Ouais. Aussi. Ouais. On pourrait faire une petite digression vers la Turquie pour dire que la Turquie est en train de devenir aussi une grande prison et oui. Que ça n'émeut personne de tous ceux qui se prétendent des pays démocratiques et des défenseurs de la démocratie occidentaux. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont en prison en Turquie. Récemment aussi, le correspondant de Sana a été emprisonné et au bout de 24 heures de son interrogatoire, il est en grande difficulté de santé. Oui. Il est comment dire, dans la intensive care, en fait, dans une salle de... Ah oui, les soins intensifs. Des soins intensifs, merci. Donc voilà. Donc il a été torturé, c'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. Donc ces pratiques ne mettent pas, enfin ne gênent absolument pas ni la France, ni les États-Unis, ni l'Angleterre, le grand pays démocratique. Et puis Monsieur Hollande qui se targue de démocratie, mais en donnant comment dire, une piètre vision de démocratie. Là. De toute façon, à 4%, de gens satisfaits, François Hollande ne peut pas être crédible. Hein. Non, mais monsieur 4% ne peut pas être crédible du tout, même pas dans son pays, je suis désolé. C'est ça. Franchement, c'est assez dingue. Voilà. Et en fait, ce que je voudrais dire quand même, c'est important de voir que même leur prétention en fait de porter la démocratie dans les autres pays, les aveugles sur les manques de démocratie notoires dans les pays qui font partie de leur pacte, hein, oui. Puisqu'ils font partie, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN et que aujourd'hui ils ferment les yeux sur toutes les exactions que Erdogan fait contre sa propre population. Et ça, ce n'est pas de la petite histoire. Depuis son soi-disant coup d'État manqué là du 15 juillet 2016, il y a plus de 80 000 personnes qui sont emprisonnées et licenciées et virées et arrêtées sous n'importe quel prétexte, y compris des parlementaires qui ont été. Et aujourd'hui, il a supprimé l'immunité de tout un tas de parlementaires. Il a même fait arrêter et il a transformé la composition du Parlement en majorité totale pour lui. Et en fait, tous les opposants sont en tôle pour faire passer sa loi ou son référendum pour que la Turquie se transforme en pays présidentiel et pour qu'il puisse concentrer tous les pouvoirs en ses mains. Donc voilà, et tout ça, il transforme le pays comme il veut et je ne sais pas comment jusqu'à présent il n'y a absolument aucune réaction
de la part de ces pays occidentaux qui se disent démocratiques. Ce sont, je dirais, Je des éléments de constate. preuve. Hein. Oui, oui, Voilà, c'est des éléments de preuve qui confirment bien que l'histoire de la démocratie, des droits de l'homme, etc., ne sont que des arguments qui servent en fait à couvrir une imposture. Hein. Une imposture criminelle avec des conséquences gravissimes sur les pays qui ont été attaqués et qui le sont toujours. Donc effectivement, on peut le constater, on le constate et on le transmet à des gens qui n'ont pas encore tout à fait, je dirais, regardé tout près la situation et qui vont constater par eux-mêmes également cette imposture. Donc finalement, avec le temps, ils finissent par se tirer une balle dans le pied, puisque en réalité, le mensonge, effectivement, prend l'ascenseur et la vérité l'escalier, mais il reste toujours un laps de temps très limité avant que la vérité finisse par arriver au même endroit que le mensonge, hein, c'est-à-dire au dernier étage. Donc c'est une chose qui est extrêmement dangereuse, et ce qui fait peut-être aussi la victoire prochaine de la Syrie, c'est le fait que la résistance de la Syrie a été très longue, elle s'est étalée dans le temps, et que petit à petit, les informations qui étaient efficacement, je dirais, bloquées au tout début, finissent par filtrer, et en fait, les citoyens qui n'avaient pas ces informations-là finissent par commencer à les avoir. Et on a un retournement, même en France, hein, il y a des sondages qui ont été faits. Il y a celui du Figaro, par exemple, qui a posé une question aux Français pour savoir si Bachar al-Assad devait rester au pouvoir en Syrie. Eh bien, le sondage s'est terminé avec une majorité de 58%, je crois, des gens qui se sont exprimés. Et ça représente quelque chose comme 60 ou 70 000 personnes qui se sont exprimées à ce moment-là. Ce qui signifie déjà que on a très clairement aujourd'hui un renversement profond de l'opinion publique contre ses propres dirigeants. Hein. Et puis Oui. on a carrément aussi dans le même domaine, quelque part, la confiance des citoyens vis-à-vis des journalistes. On a eu un sondage, enfin une question qui a été posée par une vedette de la société RMC sur le fait est-ce que vous pensez que les journalistes vous mentent? La réponse a été extrêmement brutale de la part des gens, puisque 91% de ceux qui se sont exprimés ont expliqué qu'effectivement ils avaient le sentiment que les journalistes leur mentaient. Donc on a un renversement colossal de la tendance qui fait que quelque part c'est déjà une défaite, même si militairement la Syrie a encore quelques mois pour se battre pour libérer totalement le territoire syrien. La victoire médiatique est également au rendez-vous. Oui, et ceci malgré les campagnes de diabolisation, malgré les campagnes de mensonges et de médias mensonges réellement. Mais en fait, je crois que les gens commencent à prendre conscience qu'on leur ment, qu'on leur raconte des bobards, etc. Mais parce que effectivement, ils voient que les réalités filtrent malgré les interdictions, parce qu'ils voient aussi que on a une information complètement monolithique et qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut donner une information autre, c'est muselé. Donc voilà, c'est sûr que les gens prennent conscience. Et fort heureusement. Oui. Fort heureusement. Ça finit et par tout arriver. Ceci me permet de conclure sur une note optimiste. Hein, oui. Pour cette fin d'année, quand même, où je dis, la victoire du peuple syrien montre quand même qu'un petit pays peut résister même quand il croit en sa propre force et quand il croit dans ses objectifs aussi. Et quand ses rangs sont soudés avec son armée et sa population et sa direction.
que malgré tout, je crois que le monde va sur un versant qui est plutôt positif et lumineux, et que je voudrais donc à l'approche de cette nouvelle année vous souhaiter tous d'excellents moments et d'excellents moments de fête, hein, et surtout une excellente solidarité, puisque le bonheur ne s'atteint que aussi en étant solidaire avec l'autre et en ayant un message d'amour, je dirais, vers l'autre. Donc voilà, plein de bonnes choses, et puis je vous dis au revoir et à notre prochain CITREP, ce qui sera le 9, le 9e, Oui. donc dans 15 jours. Oui. Aussi. Merci Donc, Sœur voilà. Midani de ces propos d'une grande chaleur humaine qui contraste avec le temps extrêmement froid qu'il fait à Damas et que vous subissez chez vous aussi. Et j'espère que vous passerez aussi également de bonnes fêtes, au moins en tout cas jusqu'au prochain CITREP, et évidemment après, évidemment. Et merci. Merci de votre sollicitude, merci de votre éclairage, et à très bientôt. Et merci beaucoup. Et puis je transmettrai aussi à tous les Syriens vos sentiments chaleureux, parce que Dieu sait si je reçois des messages chaleureux pour le peuple syrien aussi, de tous ceux qui écoutent ce CITREP et qui lisent aussi autre chose sur la Syrie, et qui me communiquent vraiment des messages chaleureux et touchants. Donc je vous remercie et je vous promets que je transmets. Et merci et bonne fête à vous tous. Très bien. Merci beaucoup, Essar. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée, Tom. Au revoir.